La Panouse Foot, c'est l'émission foot de votre département, l'émission du vrai foot, l'émission sans filtre, un moment Nutella garanti. Bienvenue sur La Panouse Foot. Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour, bienvenue au podcast La Panouse Foot. Nouvelle semaine, nouveaux experts, nouveaux invités. Ça ne change pas, on garde les bonnes vieilles habitudes et présentons immédiatement donc les experts du soir. Ce soir, ils sont deux experts. Voilà, les autres ont dû céder leur place, excusez-moi, puisqu'on a deux invités ce soir. Les experts du soir, bonsoir les experts, bonsoir Kevin. Bonsoir les gars, salut. Bonsoir Geoffrey. Amis du soir, bonjour. Voilà, toujours la banane. Et voilà, comme je vous l'ai dit, nous avons donc deux invités aujourd'hui. Vous l'avez vu sur les réseaux, on a fait pas mal de communication là-dessus. Le premier invité, c'est Monsieur Karim Tourèche, l'homme de l'arbitrage dans notre ligue. Il est président des arbitres en district Ariège, responsable notamment de la formation. Il est responsable à la commission régionale de l'arbitrage du pôle relations avec les clubs et des CDA. Bonjour Karim. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On m'a perturbé, Geoffrey, tu vois. Voilà. Et celui, il s'est rattrapé, ça y est. voilà. Et celui qu'on ne présente plus, qui est connu notamment grâce à son blog Arbitrez-vous, c'est Eric Virotus, un ancien arbitre, un arbitre totalement passionné, une vraie passion retranscrite sur un blog national, voilà. Comme je vous l'ai dit, Arbitrez-vous, où il alimente chaque news de l'arbitrage en positif, mais aussi malheureusement en négatif, avec les alertes agressions. Bonsoir Eric, comment ça va? Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Oui, ça va, merci. À fond la forme? Ça va? À fond la forme. Malgré mes 61 ans, ça va. Allez, tous mes respects. Voilà. Le programme de ce soir, vous l'avez peut-être vu, donc il y a 4 points, 4 points primordiaux pour les experts et les responsables, on va dire, de l'arbitrage. Le premier point, on partira donc sur les incivilités, excusez-moi, sur les terrains. Ensuite, est-ce que l'image du foot pro n'aide pas le foot amateur? Ça aussi, très bon débat. Pourquoi le nombre d'arbitres est en chute libre? Et comment se passe la saison d'un arbitre? La préparation, avant, pendant, à la mi-temps, après le match, on va répondre à tout ça. Bien évidemment, il y a aussi des questions auditeurs sur l'arbitrage, donc il y en aura 3 donc, ce soir. Et on terminera bien sûr ce podcast avec le quiz de Keke. Mais pour démarrer, tout de suite, passons en commission. Donc les invités vont passer en commission face aux experts. On y va. Tout de suite, faites rentrer l'invité en commission face aux experts. Messieurs les experts et les invités, voilà, j'espère que vous êtes motivés et en forme. Premier point sur lequel on va débattre et échanger, c'est sur les incivilités sur les terrains. Messieurs, je vous écoute. Bon, je vais commencer par prendre la parole. Bon, déjà, merci encore pour votre invitation. Ce premier sujet, effectivement, les incivilités sur le terrain, ça fait suite déjà à la période après Covid, parce qu'on s'est dit déjà, après quasiment plus de 6 mois sans match, on s'est posé la question au mois d'août, à la reprise, comment les joueurs et les équipes vont réagir. On s'est aperçu que sur les premiers matchs amicaux, il y a eu des bagarres générales. Donc sur des rencontres de National 3, Régional 1, Régional 2. Et donc on s'est dit, on va partir sur une année très compliquée. Et je pense que ça va devenir très compliqué au fur et à mesure donc, de la saison. Donc il a été décidé effectivement d'analyser tout ça et de faire le point sur comment on pourrait éviter ces incivilités. Donc la Ligue a pris les devants et donc a lancé plusieurs dispositifs. Donc il y a eu le premier dispositif, c'était le challenge donc Tifo Foot, donc qui avait été lancé dernièrement, donc pour la création d'une banderole éthique et citoyenne. Et ensuite, pareil, de créer une journée régionale de lutte contre les incivilités. L'idée étant effectivement d'avoir un rôle ludique et pédagogique et d'aller à la rencontre des clubs.
c'est vrai que le mois de septembre, et ça je pense qu'Eric le confirmera, on n'a jamais vu autant d'agressions, que ce soit sur des niveaux district et niveau ligue. Tu me rejoins, Eric, sur ce point-là? Je confirme parfaitement. Même, ça s'est étendu jusqu'à la fin de l'année. Hein. D'accord. Donc gros Après, problème. Excuse-moi de te couper, Karim, mais Vas-y. c'est un truc que vous avez senti donc vous sur les matchs amicaux. Ah oui, d'entrée, moi personnellement sur les 2 premiers matchs, j'ai senti une tension qu'on avait rarement vue. Moi, ça fait quasiment 25 ans que j'arbitre, Ouais. et c'est vrai que on s'est dit ah oui, c'est sûr et certain, ça va être très compliqué ce début de saison. Et c'est vrai qu'on s'est réunis donc avec la ligue, on s'est réunis avec les présidents de CDA, et donc on a dit ça va être très compliqué. Et en fait, les premiers matchs nous ont donné raison par rapport à nos craintes, et on s'est dit il faut absolument qu'on monte quelque chose parce que sinon ça va dégénérer. Et on l'a vu au mois de septembre, je crois, au niveau des agressions, on n'avait jamais vu ça sur les 20 dernières années. C'est vrai que maintenant que tu le dis, nous on a tous ressenti. Moi, je suis un arbitre en district, voilà, mais je suis quand même déjà à une vingtaine de rouges, hein. Alors qu'habituellement, j'en sors pas énormément. Ouh là là. Ouais, mais jamais contesté. C'est vrai que j'annonce la douleur plutôt que la couleur, voilà. Mais voilà, même moi, j'ai ressenti. Hein. Non, puis on en arrive à un point aussi où quand tu pars arbitrer le week-end, tu te dis, bon, est-ce que ça va tomber? Est-ce que c'est moi qui vais prendre sur la gueule ce week-end? Et quand tu pars avec cette idée-là derrière la tête qui te trotte un petit peu dans la tête, tu prends déjà ton plaisir, tu le diminues de beaucoup. Tu pars avec de l'appréhension. Forcément, ça ne te met peut-être pas dans les meilleures dispositions pour faire ton match. Donc, tu peux te retrouver dans des situations un peu, on va dire, douteuses sur les matchs où il te faut prendre des décisions. Tu n'es pas trop sur le toit parce que tu envisages déjà qu'il peut y avoir une embrouille derrière. Et c'est un cercle vraiment vicieux qui conduit à énerver tout le monde aussi, quoi. Après, ça, c'est à l'image de la société, malheureusement. Donc, la société, effectivement, après le Covid, est devenue très compliquée à gérer. Et donc, forcément, les gens viennent sur des terrains de foot pour se défouler. Et ça, c'est vrai, quel que soit le niveau, on l'a ressenti. Il n'y a qu'au niveau professionnel où sur les terrains, c'est assez sain. C'est juste le gros problème, on est d'accord, c'est l'environnement. Et là, malheureusement, on a ressenti même sur des matchs amicaux des tensions qu'on n'avait jamais vues avant. Après, effectivement, on ressent que, et moi je m'aperçois de plus en plus que les gens sont de plus en plus individualistes, c'est-à-dire que ils pensent plus à eux qu'au groupe. Donc, effectivement, de s'en prendre. Alors là, aujourd'hui, on parle, le sujet, c'est l'arbitrage. Mais de s'en prendre à un arbitre ou même à un coéquipier ou à un adversaire, c'est devenu banal, en fait. Ils ont plus cet esprit, les gens, en général, ont de moins en moins l'esprit collectif. Exactement. Du coup, ils sont à sanctionner ou à mettre en difficulté leur équipe, presque, on a l'impression que ça ne les dérange pas, des fois. Ouais, ça a été banalisé, je suis totalement d'accord avec toi, Kevin. Ouais. Donc, après, effectivement, alors en plus, il y a plusieurs critères aussi à prendre en compte. Effectivement, le nombre de descentes qu'il va y avoir par poule, effectivement, ça augmente la pression. Les années précédentes, c'est vrai qu'on commence à sentir les matchs un peu tendus qui commencent à arriver vers février à la mi-saison passée, mais aujourd'hui, ça se comprend. Toutes les équipes voulaient prendre les points d'entrée, quoi. Parce qu'en sachant qu'il y a avoir 4 descentes quasiment par poule, c'est beaucoup plus compliqué et les matchs à tension étaient presque en septembre-octobre, c'était déjà là, quoi. Ouais, c'est la réforme effectivement des championnats qui a effectivement aussi mis un peu plus de complications, on va dire, sur la saison. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. Et puis comme il a dit Karim, on est vraiment le sport qui reflète le mieux la société. Et avec le Covid, on a entre guillemets privé de certaines libertés les gens dans l'esprit. Et du coup, toi, la position d'arbitre sur les terrains, t'es celui qui prive la liberté aux autres de faire ce qu'ils veulent. Et du coup, tu te retrouves un peu le commissaire, le représentant de l'État, mais tu es un peu le qui vient la frustration, il la reporte sur toi parce que c'est toi qui leur empêche de faire ce qu'ils veulent, de faire des fautes, de jouer avec les mains, etc.
Et du coup, tu prends cette responsabilité. Ils en peuvent plus et ils supportent plus ça, donc ils se laissent plus faire et il y a ça qui rentre en compte, quoi. Oui, mais certains ont du mal, je parle des acteurs sur le terrain ou même le public, hein, ont du mal à comprendre que l'arbitre et l'arbitrage fait partie du jeu. Sans ça, il n'y a pas de foot. Je suis totalement d'accord. Après, pourtant, effectivement, je rejoins Karim sur le fait que les instances se sont posées un minimum de questions quand même sur ce qui pouvait arriver. Effectivement, même nous, dans le district du Tarn, pour ceux qui écoutent et qui sont acteurs du championnat de D1, il avait été fait en début de saison une rencontre avec les dirigeants et les capitaines de ces équipes-là. Effectivement, anticiper un petit peu, anticiper ce qui pouvait se passer et créer du lien entre les arbitres et les joueurs. Donc, on ne peut pas reprocher entre guillemets aux instances de pas essayer d'avoir réfléchi à faire. Ah ben, je suis totalement d'accord avec toi, puisqu'en plus à la Ligue, il y a un poste spécifique qui a été créé, donc c'est Nicolas Houguet qui l'occupe aujourd'hui, donc qui est le référent des actions citoyennes et sociales, et qui fait un gros boulot effectivement pour essayer effectivement de trouver des solutions sur les incivilités, tout ce qui est démarche sur la banderole Tifo Foot et les journées des incivilités, ben, c'est lui qui a monté ça, et après voilà, donc ça a été vraiment un gros travail. Est-ce que depuis la campagne, le nombre de cas a baissé? Ben, le souci qu'il y a, enfin, là je parle pour moi, puisque tout à l'heure j'ai eu une réunion avec mon président de district et les membres de la CDA. Ben, depuis 2-3 journées, en fait, ben, c'est reparti un petit peu en flèche. On a la commission de discipline qui a beaucoup de dossiers à instruire. Donc là, ben, pareil, on a alerté le président du district et on va faire une réunion avec les clubs. Et dès ce week-end, on va imposer sur les rencontres restantes de mettre en place le protocole de lutte contre les incivilités. Je prends l'exemple aussi au niveau régional. Ce week-end, donc j'ai eu la chance d'être désigné sur le match, le choc, on va dire, de la régionale 2 entre Montauban et Biars-Bretonneux. Oui. Donc une rencontre très très attendue avec beaucoup de monde. Ce qu'on a décidé avec la Ligue, ça a été effectivement de mettre en place ce protocole-là. Donc comment ça s'est dessiné? 10 minutes avec chaque équipe avant le match. Donc on a prévenu les présidents, donc on a échangé avec eux, on a brisé la glace, on a parlé d'arbitrage, de voir un petit peu comment eux voyaient le rôle de l'arbitre sur les terrains et autres. Et ensuite, on a fait le protocole donc d'entrée sur le terrain, on a pris la banderole qui avait été créée lors de la journée de l'incivilité et on a fait une photo collective. Et croyez-moi, ça a posé le cadre de respect sur ce match-là. On est sorti au final avec une rencontre maîtrisée, un carton jaune de chaque côté, un petit peu compliqué à gérer au niveau des supporters, mais ça fait partie du jeu. Mais derrière, la rencontre s'est très très bien déroulée, alors que elle était annoncée comme sentant la poudre. Donc voilà. Très bien. Est-ce qu'en district, il ne faudrait pas faire la même chose peut-être? Bon, Après, effectivement, pourquoi pas? Après, c'est vrai dans les stades, peut-être. Ouais, après, c'est vrai que Eric, effectivement, avait proposé une idée, effectivement, de la fameuse médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, etc. Pourquoi pas mettre un protocole en place avec les actions mises en place par certains clubs et suivant les actions qui sont mises en place par les clubs, et bien à la fin d'année, ça leur permet d'obtenir effectivement cette médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze d'arbitrage. Pourquoi pas même aller plus loin, effectivement, parce qu'aujourd'hui les clubs aussi, eux, ils souhaitent avoir un intérêt, mais pourquoi pas leur permettre d'avoir, par exemple, 1 ou 2 unités de plus. Exactement, ouais, donc c'est des réflexions effectivement C'est une réflexion qui est intéressante parce que l'on se pose, je pense, dans les districts et au sein de la Ligue, pareil, avec comme des styles de récompense, que ce soit avec du matériel, par exemple, des dotations, ou effectivement peut-être des mutés supplémentaires qui seraient liés effectivement avec le statut de l'arbitrage. Mais c'est Eric, on va te laisser prendre la parole sur ça parce que c'est ce que tu disais sur les labels, non? Oui, alors moi j'ai vécu ça au handball il y a une quinzaine d'années.
C'est une organisation très très simple à mettre en place pour les ligues, hein. C'est d'abord, il m'a bouffé un peu mon sujet en parlant de ça, mais je voulais parler des arbitres référents. C'est mettre en place une organisation de l'arbitrage au sein de chaque club, en donnant un rôle vraiment précis à l'arbitre référent et puis les arbitres du club, et qu'ils organisent au sein de leur club des actions en faveur de l'arbitrage, qui remettent l'arbitrage au milieu du village, qui mettent les arbitres, qu'ils promettent aux arbitres jeunes d'arbitrer des matchs, qui fassent des réunions avec toutes sortes de choses pour que l'arbitrage soit mieux compris au niveau des clubs. Suite à cela, il y a des questionnaires qui sont envoyés au club, et puis les clubs répertorient les actions qu'ils ont eues tout au long de l'année, qui sont vérifiées par un membre d'une commission ad hoc qui est créée par la CDA, une commission promotion de l'arbitrage, et puis à la fin de l'année, les clubs qui ont été les mieux notés, qui ont eu lieu, sont effectivement label d'or, label d'argent, label de bronze. Et ça peut. Alors après, vous avez extrapolé sur des multi en plus, des multi en moins. Après, c'est aux ligues de voir ce qu'elles font de cela, parce que faut pas oublier que c'est pas parce que on va donner des multi en plus qu'il y aura des incidents en moins, hein. C'est pas ça comment dire la finalité. Ouais. La finalité de la chose. La finalité de la chose, c'est ce que je remarque dans vos propos depuis le départ, c'est qu'il y a un manque d'éducation avec un grand E, manque d'éducation totale des gens qui viennent sur un match de foot pour agresser. Il faut remettre les choses à leur niveau. Moi, on me parle de montée, de descente. Les gars, c'est du football amateur, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas apparemment. Mais le résultat, c'est qu'une deuxième chose. Le résultat des matchs pour laisser 3 mecs sur le tapis, c'est agresser les arbitres. Ça doit passer en dernier, tout ça. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir sur un terrain. Jouer et se faire plaisir. Après les résultats, qui se soucie aujourd'hui de savoir qui est le premier du district d'un tel ou du district d'un tel. Bon, ça fait plaisir qu'au club, hein. Ça, voilà. Après, tant qu'on n'a pas atteint le niveau où c'est médiatisé, tout ça, c'est que du plaisir. Prenons du plaisir. Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir, les experts? Après, je ne dis pas que les clubs, bien sûr, monter de D1 en D2, de D1 en R3, de R3 en R2, bien sûr, mais c'est pas l'aboutissement total. C'est l'aboutissement, c'est de gérer un club, d'avoir une action familiale, une action de vivre ensemble au sein des clubs. Et les résultats, ils viennent avec ça. Quand on est les meilleurs sur le terrain, on n'a pas besoin de l'arbitre, on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Enfin, bon, il y a des choses. Après, je vois ça avec le recul de 40 ans, de 40 ans en arrière. De mon temps, ce que vous me dites aujourd'hui, mais je monte au rideau, quoi. Non, mais vous allez aller à un match avec la peur au ventre, avec la peur de s'en prendre un coup sur la gueule, mais jamais ça m'est arrivé, ou alors j'y vais pas. Est-ce qu'on a tout dit sur les incivilités, ou vous avez autre chose à rajouter, messieurs? Non, moi je pense qu'on a balayé. On a balayé. Après, effectivement, il y a aussi un petit intérêt à faire cette émission aussi à ce moment-là. C'est pour effectivement remettre, comme l'a dit Eric, remettre l'arbitrage au milieu du village et rappeler à tous les clubs, et rappeler à la raison effectivement tous les acteurs des rencontres sur ces dernières journées, pour effectivement que ça se passe bien, malgré l'enjeu qu'il y aura. Oui, parce que c'est vrai que là, on approche de la fin de saison, les amis, et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir affaire à des matchs de plus en plus tendus, que ce soit sur le bord du terrain. Voilà. D'où l'intérêt, je parlais des arbitres référents dans les clubs. Moi, j'ai des arbitres référents qui s'occupent de la communication dans les clubs. J'en ai 2 ou 3 dans mes amis, et puis je leur fournis des affiches, tout ça. Ils ont une mission au sein du club. Ils font partie du club. Les joueurs, les dirigeants les voient comme un partenaire. Et ça change totalement les choses. Tu me disais, on a mis le match de R2 que tu as arbitré là. On a discuté, on s'est vu avant. Alors, c'est pas 1 heure avant le match
c'est pas 1 heure avant le match qu'il faut arriver à ce moment-là, c'est 3 heures avant le match. On discute, on va voir les gens à la buvette, on discute avec les gens et on crée une ambiance. S'il faut en arriver là aujourd'hui pour ça, moi je suis d'accord, mais est-ce que tout le monde surtout en région parisienne où j'habite, est-ce que les gens déjà ils ont 2 heures de transport pour faire 20 km, est-ce qu'ils vont arriver autant de temps avant? Bon, c'est plus facile vous dans vos provinces de faire ça, mais de mon côté, en région parisienne, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. En plus, toi, Eric, vu Oui. que on va dire, tu gravites sur toute la France, donc tu dois avoir les remontées de tous les districts. Ah, et c'est oui, vrai qu'une problématique d'une ligue et d'un district ne sont peut-être pas les mêmes, effectivement, de notre territoire. Oui, donc c'est vrai que toi, tu dois avoir cette vision globale. Bah, par exemple, les grandes ligues comme alors il y a les ligues qui ont une masse de population très importante. Je parle du Rhône-Alpes, je parle de la région parisienne, je parle aussi de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a des villes qui fourmillent de clubs autour. Tu peux pas, ça crée des tensions. Quand un club de la région de Bordeaux qui rencontre un club de la région de Bordeaux, ça va être un clash. Qu'est-ce qui fait que je dis que aujourd'hui on est mis sous la sellette parce qu'on a des décisions qui sont, alors effectivement j'en parlerai tout à l'heure, l'exemplarité du football professionnel qui nuit au football amateur, qui nuit gravement à la santé du football amateur. Ça sera le prochain thème, ouais. Oui, le prochain thème. Mais c'est ça. On dit il y a un derby, bah oui, mais un derby, moi de mon temps, ça se passait bien, un derby. Hein. Les mecs, ils étaient à la buvette ensemble, ils buvaient des coups ensemble avant. Ils se battaient pas, hein, ils rigolaient ensemble dans les tribunes, et tout ça, on s'en sortait très bien. Je comprends pas où ça a dérapé aujourd'hui. Franchement, j'ai du mal à voir où ça a dérapé. Je suis passé au handball, donc j'ai loupé un coach dans le truc, mais j'ai du mal à voir où ça a dérapé. La société, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le parallèle qui est plus proche pour moi. Mais le problème, c'est que la société, elle a bon dos parce qu'on a des instances qui ne gèrent pas une France entière, qui gèrent uniquement des licenciés de football. Les licenciés de football sont beaucoup moins nombreux et il faudrait que les instances de football se manifestent beaucoup plus souvent. C'est bien beau les communiqués. Moi, j'adore. J'ai retransmis un nombre incroyable de communiqués, mais dans les faits, on fait quoi? Dans les faits, si c'est pour aller se reprendre un coup. La semaine d'après le communiqué de je ne sais plus quelle ligue, il y a eu dans cette même ligue, il y a eu 2 arbitres agressés. Ça sert à quoi? À rien. Allez, passons au point suivant. Donc l'image du foot pro qui n'aide pas du tout le foot amateur. Donc quand on dit ça, bien sûr, moi le premier truc qui me vient en tête, c'est le nombre de joueurs qui vient autour de l'arbitre, voilà, après chaque coup de sifflet, par exemple. Ça, c'est une image récurrente dans le foot pro qui donne malheureusement une mauvaise idée, on va dire, aux acteurs dans le foot amateur. Il y a bien sûr d'autres exemples. Hein. Effectivement, c'est le foot professionnel ne donne pas forcément une bonne image pour le foot amateur, pour que les gens après ils prennent souvent exemple, même les jeunes, tu vois, ils prennent souvent exemple sur ce qu'ils voient à la télé. Et c'est ça. Et effectivement, après, malheureusement, il faut que les gens comprennent, et c'est malheureux de dire ça, le foot professionnel, c'est malheureusement du foot spectacle. Et aujourd'hui, on pratique pas le même sport, malheureusement. Et ça, effectivement, c'est dur à entendre. Pas forcément de parler de joueurs ou d'arbitres, mais moi, en tant qu'amoureux du football, effectivement, j'ai du mal à comprendre des fois pourquoi telle décision n'est pas la même en foot amateur ou en foot professionnel, ou telle sanction n'est pas la même en foot amateur qu'en foot professionnel. Déjà, il faut savoir que les règlements en foot professionnel ne sont pas les mêmes en foot amateur. Alors, des fois, effectivement, pour le même type d'action, un joueur du foot professionnel, il va prendre 2 matchs. Un foot amateur, il va en prendre 4, il va en prendre 5. Du coup, les gens ne comprennent pas. Mais ça, c'est pas les règlements, ça. Ça, c'est les règlements. C'est les règlements. C'est les barèmes. C'est les barèmes. Voilà, c'est les barèmes fédéraux. Ça n'a rien à voir avec le règlement. On est tous aujourd'hui à jouer avec la même loi du jeu. Oui, c'est ça. C'est universel et malheureusement, c'est ça le plus gros problème. C'est l'impact financier des clubs
sur l'arbitrage qui fait que ça change. C'est une autre discussion, ça. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, quand tu donnes un penalty sur un match de D1 ou de D2, bah, c'est un penalty, voilà. Quand tu donnes un penalty en finale de coupe c'est des millions qui s'en vont, les gens voient des millions de droits télé qui s'en vont, des primes qui s'en vont, tu vois, voilà, c'est ça la différence. C'est uniquement le financier qui rentre en jeu, le financier qui rentre en jeu. Et ça, il faut avoir. Oui, voilà, le foot business. Alors effectivement, on a tous le même maillot, on a tous la même passion, on arbitre tous du football, mais aujourd'hui, on se dit pourquoi il n'a pas sifflé? Bah parce que il a motivé sa décision, parce que lui, il ressent mieux le match, parce que les gars, on veut nous faire croire aussi que les arbitres pro, ils sont pas tombés les arbitres qui arbitrent en Fédéral 1, Fédéral 2, enfin, Ligue 1, Ligue 2, ils sont pas là depuis hier, hein. Ils ont 20 ou 30 ans 10 ans, 15 ans d'arbitrage derrière eux, et ils ont appris au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'ils montent que quand ils prennent une décision, bah il y a forcément des suites, des répercussions dans les clubs au niveau financier, au niveau voilà. Mais après, ce qu'il faut tenir, c'est que les joueurs aujourd'hui n'assument plus, ils n'assument plus rien du tout. Tu me disais combien de joueurs on voit se traîner par terre, rouler pour un petit coup, faire de la simulation, entourer les arbitres. Mais on a les armes au départ. Les lois du jeu nous donnent les armes pour. Au début, on a reçu les changements de règles du jeu. Tous les joueurs qui entoureront les arbitres recevront un avertissement. Combien on a vu d'avertissements? Combien on a vu pas du tout respecté. Oui, c'est pas du tout respecté. Voilà. Donc après, on se donne des bâtons pour se faire battre. Et si on sort les cartons pendant les matchs, ils vont dire ça y est, il fait pas preuve de pédagogie. Là, faut arrêter là. Hein. Faut arrêter. Est-ce que par exemple dans le foot pro, vous aimeriez avoir plus de communication des arbitres, que ce soit après les matchs ou des plus de communication? Bah, en fait, aujourd'hui, les arbitres pro, ils sont pas bâillonnés, mais ils ne peuvent pas s'exprimer à la fin des matchs parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de s'exprimer à la fin des matchs. C'est tout. Ils vont pas mettre leur carrière en jeu parce qu'ils ont dit. Tu vois, il y a Rudy Buquet qui s'est exprimé à la fin d'un match qui a été arrêté à Lyon. Il y avait aussi Johan Hamel qui s'était exprimé à la fin d'un match. Il y a Freddy Fautrel tout ça, ce sont des cas rares et ce sont des cas qui sont vus avec la DTA qui donnent ou pas l'autorisation à l'arbitre de s'exprimer après le match. Est-ce que le micro va calmer les ardeurs des joueurs? Le micro, mais on n'en est pas là encore. Hein, non, c'est un état. Non, mais je parle dans le foot pro. Alors peut-être, mais il y aura peut-être moins de contestation. Oui, bah on verra. On verra. Moi aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le foot pro nuit gravement à la santé du foot amateur par phénomène de mimétisme. On voit même. Attends, moi je veux bien, hein, mais on est sur des matchs de moins de 17 en D2. Aller fêter des buts à la manière de Ronaldo, bon bah ça va quoi, ça va un moment, mais bon, c'est pas la Coupe du Monde. On n'arbitre pas des matchs de Coupe du Monde, ce sont que des mômes. Et toi, ils ont tous dans la tête, ça quoi. Alors effectivement, on peut se faire plaisir, mais à un moment donné, faut savoir où on est. Je vais aller plus loin. Ils font ça dès le plus jeune âge, même à 5-6 ans. Pour accompagner mon fils au foot, tous les week-ends, mais je le vois, ils fêtent leur but en glissant sur les genoux et tout. Voilà. Faisant le cri de Ronaldo. Oui, mais ça encore, c'est gentil, mais s'ils font pas tuer l'arbitre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'arbitre à cet âge-là. Non, mais bon. Non, mais après en U15, U16, U17. Oui, là, oui, ça commence. Voilà. Bon. Bah écoute, voilà, mais quand tu prends après, c'est aux éducateurs aussi. Et moi je dis, les éducateurs, on doit leur mettre dans le plan d'éducation fédérale, dans leur diplôme, beaucoup plus d'arbitrage. Ils doivent faire arbitrer les mômes. L'arbitrage, ça doit être quelque chose d'ancré dans la tête des mômes. J'ai été arbitre de hand, tu l'as dit toi-même de tout à l'heure. Bon, j'ai pas eu de présentation, mais c'est pas grave. J'ai été arbitre de hand pendant 16 ans. Les mômes, ils arbitrent du hand, et quand tu demandes qui c'est qui veut arbitrer l'entraînement, bah t'as 10 mains qui se lèvent. Au foot, tu fais la même chose, il y a combien de mains qui se lèvent? Aucune. Karim, ton point de vue effectivement sur ce point-là, sur
foot pro, foot amateur, la différence. Hein. Karim. Ben, déjà, effectivement, je rejoins totalement Eric. Bon, déjà, on a des lois du jeu qui sont soi-disant universelles, mais par contre, on a des barèmes derrière qui sont complètement différents. Donc, c'est vrai que déjà, je pense que il y a un gros fossé entre le monde pro et le monde amateur. Pour revenir un petit peu aussi par rapport à l'utilisation du micro, comme tu l'as dit, Farid, Ouais. moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Ça va mettre aussi en avant, parce que pour avoir échangé avec pas mal d'arbitres, a priori, même chez le monde pro, il y a beaucoup d'insultes sur les matchs professionnels. Donc, on n'entend pas forcément parce qu'il n'y a pas le micro. Okay, je pense qu'Eric doit confirmer tout ça. Et Oui, si oui, vous saviez tous les noms d'oiseaux qui sortent, et je pense qu'une des raisons pourquoi l'arbitrage avec le micro n'a pas été, on va dire, lancé beaucoup plus tôt, c'est par rapport à tout ça. Je pense, parce que comme par hasard, les matchs où il y a eu des micros, comme par hasard, on n'entendait quasiment personne. Donc voilà. Ouais, ça se passait toujours bien. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, mais au bout d'un moment, quand ils seront habitués à avoir le micro, le naturel, faut pas se leurrer, le naturel reviendra au galop. Hein. Ils oublieront le micro et puis ils iront. Hein. Tu sais, on voyait dans l'émission, dans une émission sur Canal+ qui était animée par un humoriste, je me rappelle plus. On voyait des extraits de match, on entendait les joueurs. Julien Cazard. Oui, voilà, Julien Cazard. On voyait ça et on entendait les joueurs. Et sur un match, on entend Payet qui jouait à Bordeaux à l'époque, je crois, insulter Rudy Buquet pendant 5 minutes. Et Rudy, comme à son habitude, qui reste de marbre. Mais bon, il a payé là. Ils t'ont payé combien? Et il n'a pas pris un carton jaune. Ouais. Pas normal. Ouais, pas normal, effectivement. Après, j'en veux pas. Faut pas en vouloir aux collègues de Ligue 1. S'ils se mettent à sortir des cartons pour ça, mais aucun match ne se termine. Non, après, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, oui, parce que là, du management. Hein. Oui, mais parce que là, en plus, comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur du foot spectacle, on n'est plus sur du foot. Voilà, c'est ça. Donc là, on va dire, sans parler des téléspectateurs, on va juste parler des personnes dans le stade. Il voit juste un mec parler à un autre mec et l'autre mec il lui met un carton rouge, on ne sait pas. On comprendrait le fait le combat du pourquoi. Par contre, avec le micro, là par contre, je pense qu'il faudrait justement, ça leur permettrait aussi de sanctionner plus facilement et d'être beaucoup plus, on va dire, crédible par rapport à tout ce qui se passe et du coup, et de ce fait, peut-être plus respecté aussi. Tout à fait. Et après, pour en revenir aussi au monde professionnel, on voit déjà que dans le monde professionnel, le gros problème vient des spectateurs. Entre les matchs qui ont été arrêtés, notamment Marseille 2 fois, déjà, je pense qu'il y a un gros problème au niveau des supporters qui, effectivement, après redescend aussi dans le monde amateur. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que plus de 80% des problèmes, c'est lié aussi aux supporters. C'est vrai. Et la gestion des supporters par la LFP est catastrophique. C'est ça. Ouais. C'est pas les interdictions de stade qui vont calmer les choses. Hein. Pour mettre des amendes, parce qu'ils ont mis des fumigènes, il y a du monde. Pour empêcher les supporters d'aller au match, il y a du monde. Mais aussi, il faut voir aussi parce que là, ce que vous mettez pas ce que vous oubliez dans le cadeau, c'est les immondices et horreurs que l'on lit sur les réseaux sociaux, sur les arbitres après les matchs. Moi, je passe mes samedis et mes dimanches soirs à lire tout ça, mais je fais un nombre de signalements sur Twitter et Facebook inimaginable. Après, les comptes sont suspendus, je reçois, on a bien pris, le compte est suspendu, voilà, bon. Écoute, voilà, et je vous parle pas de ce que j'ai entendu et vu sur les réseaux sociaux après la finale de Coupe de France. Hein. Ah oui, Frappard la pauvre déjà avant qu'elle a été désignée. Désignée, on a vu des choses, va faire la vaisselle déjà, histoires. Mais le pire, c'est que même des gens influents, on va dire, c'est-à-dire il y a des gens, par exemple sur RMC, qui l'ont critiqué, excusez-moi, ouvertement. Ouais. Après, effectivement, pour revenir à Stéphanie Frappard, c'est quand même la première fois en connaissance que la fédération reçoit une pétition qu'elle arbitre la finale de Coupe de France. C'est quand même la première fois qu'il y a une pétition qui a été signée par 3000 personnes pour que Stéphanie Frappard ne soit pas désignée sur la Coupe de France. Oui, mais bon,
On va passer outre, hein. Ah, ben, Mais je veux dire, c'est le symbole, parce qu'effectivement, 3000, c'est pas beaucoup. C'est juste oui, mais le quand geste, même, quoi. Le c'est symbole. la personne qui a... Même ces 3000 personnes qui ont signé, Voilà. je n'en dirais pas plus parce que je pense qu'on serait Non, censuré. c'est Voilà. exactement. On va passer au sujet suivant, je pense. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on a tout dit sur l'image du foot pro? Ouais, je pense que ouais. Oui. Est-ce qu'il faudrait que les pros s'invitent régulièrement sur les pelouses du foot amateur? Est-ce que ça serait une bonne idée ou pas? Ouais, ça pourrait être une piste. Après, il faudrait que déjà ils donnent l'exemple eux, et après, oui, effectivement, aller à la rencontre du monde amateur. Ouais. Mais Je bon, sais pas, en tout cas, ça serait le monde des bisounours, malheureusement, mais ça n'existera pas, on le sait. Tu veux mon avis sur la question? Dis-moi, Eric. Eh ben, je vais te la donner, hein. Rien à faire là, hein. Rien à faire là. Une fois que t'es pro, mon vieux, bah t'es pro. Le foot, t'as oublié il y a une partie des joueurs qui savent d'où ils viennent, et il y a 90% des joueurs qui ont oublié d'où ils viennent. Voilà. Ouais, malheureusement. Allez, on conclut ce point-là sur ces belles paroles. Ces tristes paroles, excusez-moi. On va positiver quand même. Tout n'est pas Oui, il faut jeté. positiver, bien sûr, mais il a pas Heureusement. totalement tort dans Oui, dans bien ce sûr. qui arrive, hein. Oui, bien sûr. Mm. Je partage. Allez, maintenant le point numéro 3. Pourquoi le nombre d'arbitres est en chute libre? Ben, je pense que la réponse, on l'a donnée déjà de manière détaillée. Ben, déjà, quand on voit le nombre d'incivilités qui a augmenté depuis ces dernières années, on a perdu quasiment plus de 9000, non, c'est 3000 ou 9000, je ne sais plus. Des chiffres qui sont vraiment 3000. hallucinants. Je parle là par rapport à notre région. On a perdu quasiment plus de 30% de l'effectif arbitre depuis 2019 pardon, à 2022. Ouais. Le Covid est passé par là, mais c'est surtout le nombre d'incivilités, puisqu'on remarque que 80% des arbitres arrêtent au bout de la deuxième année. Donc je pense que le constat il est sans appel, et voilà, donc on arrive à recruter, mais par contre on ne sait plus fidéliser. Et je pense que le gros problème est là. Effectivement, faire alors pour les fidéliser? effectivement, c'est compliqué aujourd'hui d'arriver à amener les gens à l'arbitrage. Il faut essayer à trouver des leviers. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, hein, effectivement. Moi, je comprends aujourd'hui le papa ou la maman qui n'aime pas forcément le foot ou qui connaît pas forcément le foot, d'amener son enfant, enfin son garçon ou sa fille, peu importe d'amener son enfant à l'arbitrage et voir effectivement ce qui se passe. Des fois, je peux comprendre que c'est quelque chose de compliqué, effectivement. Alors, j'en parlais ce week-end avec un président de club, le président de Saint-Orin, si tu vois qui c'est, Karim. Ouais, je vois, ouais. Effectivement, il a émis une idée qui pourrait être pas mal. C'est pourquoi ne pas faire arbitrer les jeunes qui veulent venir à l'arbitrage, pourquoi ne pas les faire arbitrer dans leur propre club? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué, et on le voit avec Karim, Geoffrey, et vous le voyez dans la formation. Ouais. Souvent, les mecs, au bout d'un an, ils arrêtent. Pourquoi? Parce il y a personne qui peut les amener, etc., etc. Aujourd'hui, ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. Donc, s'il faudrait juste les amener à leur club, puis qu'ils arbitrent les matchs de leur équipe, effectivement encadrés par quelqu'un d'expérimenté, ça pourrait être une solution pour effectivement arriver à les fidéliser 1 an, 2 ans, 3 ans, pour qu'ils puissent se déplacer par leurs propres moyens. Ensuite, qu'ils aient la passion, parce qu'au final, c'est ça le but d'arriver à fidéliser, c'est de passionner la personne. Après, du moment où c'est qu'elle est passionnée, c'est fait. Après, le mec, il accroche, il fait comme nous, il fait 10, 15, 20 ans, 30 ans, voilà. Après, est-ce que la clé, ce serait pas de les accompagner plus longtemps sur leur premier match, par exemple? Je pense que déjà, moi là je prêche pour ma paroisse, pardon, et notamment au niveau du district de l'Ariège. Nous on a donc mis sur la table pareil un budget tutorat pour effectivement accompagner les nouveaux arbitres. Et nous aujourd'hui on n'a pas de notion de oui il faut les accompagner sur 3-4 matchs. On a des arbitres qu'on a accompagnés sur 6, 7 voire 8 matchs derrière pour qu'ils se sentent le plus à l'aise. Et Kevin, ça tombe bien que tu aies parlé de ce sujet d'arbitrer son propre club. On a eu cette année 4 arbitres du club de Foix qu'on a
qu'on a recrutée, et effectivement avec une problématique, c'est que elle jouait en féminine, et donc on a adapté un petit peu leur planning, et on leur a donné donc des matchs de U13, de U11 effectivement au sein de notre club pour les aguerrir un petit peu et les faire monter en compétences. Et honnêtement, elles ont pris beaucoup de plaisir et elles ont pris beaucoup de confiance. Donc ce que tu as dit là tout à l'heure, c'est une piste de réflexion qu'on a explorée. Effectivement, après, comme nous on le dit dans notre jargon, l'arbitrage, aujourd'hui, moi ça fait 4 ans que je suis de l'arbitrage. Il y a des personnes Combien que j'ai. C'est ma 16e saison là. 16e. 16e, ouais, donc on a un petit peu, même Karim, ça fait 20-25 ans, mais ça fait tant Karim. C'est ça, ouais, à peu près 25 ans, ouais. Donc voilà, Geoffrey, c'est pareil, donc on a un petit peu vadrouillé, et puis on voit comment ça se passe, et effectivement, aujourd'hui, le plus dur, c'est d'arriver à passionner quelqu'un, et aujourd'hui, on n'est pas arbitre, on le devient. Et c'est un petit peu les propos qu'on essaie à faire passer. C'est que être arbitre aujourd'hui, ça peut changer la vie de quelqu'un. Pas faux, personnellement, parce que moi, c'est vrai qu'au début, je parle personnellement, hein, j'étais quelqu'un entre guillemets assez timide, effectivement. Et effectivement, l'arbitrage m'a permis aussi de m'affirmer et de prendre des responsabilités que j'aurais pas forcément prises si j'aurais pas été arbitre. Et puis aussi, ça permet aussi malheureusement, enfin heureusement, mais de décrocher un travail. Aujourd'hui, sur un CV, comme quoi quelqu'un est arbitre, et bien un employeur peut nous prouver que c'est quelqu'un qui on peut avoir confiance, qui sait prendre des décisions, qui sait assumer ses responsabilités, etc. Aujourd'hui, et c'est des choses sur lesquelles malheureusement, je pense qu'on n'appuie pas assez, qu'il faut qu'on travaille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après, le santé est important, mais non, après, je pense que tout, y a pas, et je pense qu'il n'y a pas de solution unique qui marcherait, parce que sinon, je pense qu'on l'aurait trouvé depuis un moment. Ça c'est clair. Ouais. Mais il y a plein de composantes. Moi, je le vois en accompagnant beaucoup à la formation des jeunes, à accompagner les jeunes. On a une plaie, c'est les supporters, c'est les parents. Tous les week-ends. Moi, cette année, on en a 4, ils ont fait 2 matchs, ils ont arrêté au bout de 2 matchs. Et moi, je me suis embrouillé avec des dirigeants de club ou même des parents pour leur dire de respecter les enfants. Ils ont 35 ans, ils insultent. Ça va à l'insulte, hein, ça va pas juste au chambage. Je confirme. Qui ont 13 ans, 14 ans. Et le petit qui a 13 ans, 14 ans, 99% des cas, il est accompagné par son papa, sa maman. Tu es obligé de calmer le papa et la maman sur le banc. Et il me dit, c'est fini, on rentre. Terminé. Et t'avais d'autres. Et c'est là aussi que tu regardes, parce que t'avais peut-être un joueur ou deux sur le terrain qui aurait pu être intéressé par la fonction. Les parents voient ça, ce qui s'est passé. Bon, ben, tu feras jamais arbitre. Oui. Et l'histoire, elle est réglée. Parce qu'il faut avoir quand même maintenant de la motivation et du caractère, ne serait-ce que pour vouloir passer la formation. Ah ben déjà, je pense que oui, ça fait partie des critères minimum. Ouais. Si le mec il a pas un minimum d'affirmation, ouais. Parce que là, malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des jeunes qui arrivent qui sont parachutés là parce que le club leur dit qu'ils ont besoin d'un arbitre. Donc voilà. Le gamin vient déjà un peu contraint d'être là. On y arrive. Si en plus le premier match, forcément, on a tous débuté, même nous, même à la télé, on voit bien qu'il y a des erreurs qui sont faites parce qu'on n'est pas parfait et qu'en plus c'est de l'interprétation. Si en plus le gamin qui fait son premier match, tu ne tolères pas qu'il fasse quelques erreurs, le petit, au fin du match, c'est pareil, le sifflet, le crampon, c'est dans la poubelle et laissez-moi tranquille. Ouais. Et il y a une pédagogie à avoir, c'est une éducation, il faut revoir l'éducation de toutes les composantes. Ça passe par les éducateurs, par les politiques de club, les parents. C'est ce que j'ai dit, oui, c'est bien. Parce que j'ai vu l'autre jour on a plusieurs cas. Les cas cette saison, j'en ai plein. J'ai des parents qui chambraient. J'accompagnais une fille, ils chambraient parce que c'est une fille qui arbitrait les garçons. J'ai vu le président du club qui est arrivé, qui a viré les parents carrément du stade. Il a dit, si vous voulez reprendre votre enfant qui joue plus, le match il arrête, on s'en fout, mais on n'accepte pas ça. Et j'ai vu le contraire aussi, où il y avait les dirigeants qui regardaient et qui laissaient faire. Je ne vais pas dire qu'il encourageait, mais qui laissait faire. Et pour moi, si tu laisses faire, c'est que tu es en partie d'accord avec ce qui se passe.
Et là-dessus, malheureusement, on n'a pas forcément de moyens, de pouvoir, parce qu'à part faire des rapports, et il n'y a pas forcément beaucoup de sanctions qui tombent non plus, on n'est pas là pour sanctionner, mais à un moment donné, il faut montrer des exemples pour que ça évolue dans le bon sens. C'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure concernant les arbitres référents. Ça fait partie aussi de l'arbitre référent du club, de faire des réunions avec les parents pour les éduquer, à savoir on se conduit pas comme ça dans les tribunes, un minimum de règlement de règles du jeu, de loi, puis leur faire sentir que leur môme il est pas plus, c'est pas des Mbappé qui sont là tous les dimanches à jouer. Hein. C'est tout le monde n'a pas enfante pas des Mbappé ou des Neymar tous les dimanches. Hein. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'ils veulent que leur enfant devienne des stars du football. Voilà. Ouais, mais ça, on a trop laissé. Alors, sur le point qui était évoqué avant, qu'est-ce que vous pensez de la formation des arbitres en général sur le devient arbitre en 2 week-ends, ça vous convient ou pas? Très compliqué. Alors, oui, moi, oui. C'est pas assez pour moi, oui. Alors, moi, j'ai une part oui, une part non. Une part oui, parce que l'accès est beaucoup plus facile à la fonction et l'accès au terrain. Parce que je me rappelle que nous, quand on l'a passé, c'était sur un mois, c'était des journées entières où on apprenait le règlement par cœur. Ouais. Alors que là, maintenant, c'est vrai qu'on survole un peu. On apprend les bases, la base des bases, mais le gamin, on le voit un peu plus sur le terrain. Donc, et c'est souvent sur le terrain que ça fait la différence, si tu sais si tu vas aimer ou si tu vas pas aimer. Donc ça permet aussi un investissement en tant que formateur et tout, de pouvoir prendre le plus de temps avec les gamins sur le terrain et l'accompagner plus longtemps après si besoin, que passer du temps à la théorie pour des gamins qui au final peuvent avoir aussi des lacunes de compréhension mais être bons sur le terrain. Je trouve qu'on sait plus vite au final si le gamin va continuer ou pas. Voilà. Après, c'est vrai qu'on l'envoie vite sur le terrain. Ça, je suis d'accord avec toi. Il faudrait peut-être que la formation, il y ait un week-end de plus où on fait que du terrain. Un week-end ou de l'amical. En fait, nous, ce qu'on a fait cette année dans le département, c'est qu'on a fait, dès le début de saison, on a pris tous les stagiaires et les jeunes arbitres qui avaient été titularisés. On a fait une journée de sensibilisation entre guillemets à l'arbitrage, mais stage de rentrée chez les U15, où en fait il n'y avait pas de classement, c'était juste des matchs amicaux toute la journée, comme une sorte de tournoi. Et à chaque match, il y avait un débrief avec comme du tutorat à chaque match, il y avait un débrief avec chaque arbitre. Et ça a fait beaucoup de bien. Pour finaliser une formation, j'ai trouvé que c'était un format qui était vraiment intéressant. Bah, je vais te dire ce que j'en pense. Vas-y, chacun son tour. Être arbitre en 2 week-ends, moi je dis stop à la connerie. Quoi. Moi, je te le dis franchement. Hein. Ouais. On ne peut pas faire d'un âne un cheval de course en 2 week-ends. Les mômes, ils sont sous pression pendant un samedi, un dimanche, un samedi, et puis c'est l'examen, et puis après ils savent qu'ils vont être balancés sur le terrain. C'est pas possible. On envoie des gens qui ne sont pas formés ni au managérat d'équipe, ni à la signalisation correcte, ni au règlement. Pour les gens qui n'ont pas, parce qu'il y a des fois des gens qui se présentent qui ne connaissent rien au foot. Hein. On les envoie à l'abattoir. Moi je dis il faut reprendre quelque chose dans un format un peu plus long, avec beaucoup de terrain. Ça, je suis d'accord avec toi. Le fait que le terrain a été mis en avant sur les nouvelles formations, ça, c'est un point super positif. Par contre, derrière, s'il n'y a pas un minimum de boulot personnel des candidats arbitres pendant les séances, on va à la... D'ailleurs, ça se voit, hein, on en a perdu 30. Tu me dis que tu as perdu 30% d'arbitres sur ton département ou ta région. Non, c'est la région, oui, c'est la région. Sur ta région. C'est qu'il y a eu un problème. On fait intervenir des gens de l'extérieur, on fait intervenir des arbitres de haut niveau, on fait intervenir et tout ça. Moi, toi, je vais revenir aux années où j'ai passé mes. Tu me dis, toi, tu as été formé en 1 mois, c'est ça? Moi, j'ai été formé en 6 mois. 6 mois de cours. 6 mois de cours, de septembre à février. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, c'est ça. 6 mois de cours. Tous les mardis soirs à la Ligue de Paris. Alors, il n'y avait pas de terrain. Hein. Il n'y avait pas de terrain, mais avec ce qu'on avait appris, il y avait les cours étaient donnés par des mecs de D1. À l'époque, c'était Jean-Michel Bled, il y avait Henri Didier, il y avait tous ces gens-là. Et on voyait les règles de A à Z. De A à Z.
il y avait une partie après où tu étais interrogé. Alors, je dis pas qu'il faut revenir à ça. Une partie où tu étais interrogé sur l'aspect théorique. Donc ça, tu avais ton examen théorique. Et puis après, tu étais lancé sur un match pupille et minime. Tu étais vu par un membre de CRA et puis tu étais reçu ou pas. Voilà. Et puis après, par contre, tu n'étais pas accompagné derrière. Le match d'après, je me souviens, moi j'ai été à faire un match de pupille minime à Clamart. J'étais tout seul, c'était mon premier match. J'avais été examiné 15 jours auparavant au Racing Club de France. Bon, voilà. Et puis après, j'ai fait ma carrière, 20 ans, 20 ans, jusqu'en D3 national. Et par contre, c'était une vocation, moi. Alors, c'était peut-être un peu différent. Mais aujourd'hui, les séances qui sont faites pour les jeunes arbitres sont beaucoup trop... Excitant. Oui, c'est trop pour eux. Enfin, je veux dire, on a baissé, tu vois, on a baissé le niveau de l'école, on a baissé le bac qu'on passait à mon époque. Le bac d'aujourd'hui, c'est une rigolade. On baisse les niveaux partout, et c'est pas en faisant des séances de devenir un arbitre en 2 week-ends que ça ira mieux. Il faut augmenter mais il faut mettre du terrain. Alors, il y a un nouveau format à revoir. Après, comme on manquait d'arbitres, c'était la solution. On fait venir des gens, on les forme et puis on les envoie. Mais il faut pas se leurrer. C'est qu'il y a des districts et des ligues qui n'ont pas les cadres nécessaires pour pouvoir aller voir tous ces jeunes arbitres nommés. Parce que, parce que je parle dans mon district, moi, il y a 90 arbitres ou 100 arbitres qui sont nommés tous les ans. Tu les trouves où, les cadres, pour aller les voir à chaque match? Tu les trouves où? Les gens, ils sont pris déjà par les observations sur les arbitres seniors. Alors, on avait mis pendant un temps des parrainages en place, c'est-à-dire qu'on retirait les désignations pour les gens qui étaient volontaires, on retirait les désignations de certains arbitres de D1 ou D2 pour qu'ils aillent accompagner un jeune sur leur match. Mais ça a duré qu'un temps, parce que si tu retires les arbitres, il t'en manque forcément, les clubs Eagles, et puis tu n'y arrives pas. Donc effectivement, le nombre fait la loi. Mais aujourd'hui, pour moi, il faut revoir la formation des arbitres d'une manière plus longue, un peu plus longue, voire beaucoup plus longue, mais mettre du terrain, ça c'est clair. Alors on peut faire en alternance, un jour c'est la salle, et puis après c'est au CDA de s'organiser avec les clubs pour faire un match amical et puis voir ce qui va sur le terrain. Les séances aussi, les séances de celles où on va de plot en plot en se posant des questions. Le biathlon de l'arbitrage. Ça c'est super. Je trouve ça super. Ça met les gens en confiance. C'est en fait du vivre ensemble qu'on crée au niveau de ça. Mais par contre, c'est beaucoup trop court. On peut pas juger les mômes sur 2 week-ends. Ils n'ont pas toutes les clés des serrures qu'ils vont devoir ouvrir. On n'envoie pas des gens sur les terrains sans avoir un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je parle avec passion, excusez-moi. Non, mais c'est normal. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Bon, moi je partage une partie parce qu'effectivement, déjà il y a un cadre un peu plus précis. C'est vrai que ça fait quelques saisons quand même qu'on a des outils à notre disposition qui sont pas mal. Après, je suis d'accord avec toi, Eric, c'est une question d'adaptabilité. C'est vrai que moi je suis peut-être pas à la lettre le programme qui est posé par l'IR2F, mais par contre j'ai pas mal d'outils dont je me sers, et notamment le biathlon de l'arbitrage qui est vraiment pas mal. Après, je suis d'accord avec toi, en 2 week-ends tu deviens pas un arbitre, donc ça nécessite effectivement un accompagnement plus approfondi sur le terrain. Ça nécessite surtout une bonne connaissance des arbitres, et je pense que le module destruction des idées reçues est pour moi primordial, c'est-à-dire que déjà l'arbitre, quand il vient, il doit se présenter, il doit nous dire pour quelle raison il est là, et c'est vrai que des fois, et même souvent, tu en as certains qui sont là parce que les clubs leur ont dit on a besoin d'un buté, donc on vous a mis là, et par contre tu en as d'autres où ils sont vraiment intéressés, et nous ça nous permet effectivement d'orienter nos axes de formation et nos efforts avec les formateurs. Donc moi je pense qu'effectivement la formation en 2 week-ends, très compliqué, donc ça demande beaucoup plus de travail, mais je trouve qu'il y a du mieux par rapport à il y a quelques années, voilà, avec un peu plus de cadre.
C'est trouver vrai. des arbitres, ok, mais vous pensez parce que la plupart, on les a mis là de force, en fait. Ouais, je pense que le plus important, c'est effectivement de savoir exactement les profils que tu as en face. Et depuis qu'effectivement je fais ça, où je pousse et je prends un peu plus de Ouais. temps que prévu sur l'analyse, on va dire, des arbitres, ben, ça me permet effectivement de mieux axer derrière et de savoir sur qui on va travailler au niveau des profils. Au niveau pourcentage, t'es à combien, Karim? Ben, écoute, il y a quelques années, j'avais tendance à te dire beaucoup de clubs qui envoyaient les arbitres, on va dire que c'était plus de la moitié, et là ça s'est inversé. On va dire, peut-être 60 à 70% d'arbitres qui sont là par passion, et franchement, ça fait plaisir. Ah ouais. Et c'est vrai que les quelques années là je vais parler pour mon district, ben, les arbitres que l'on a formés, ben, on les a fidélisés à plus de 90%. Donc ça, par contre, c'est une bonne nouvelle parce que on les a bien décelés, on va dire, dès le départ. Ça, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. Je pense que c'est une piste de réflexion. Voilà. La commission recrutement et fidélisation, c'était un aspect qui était un peu oublié dans le. C'est le 6e volet de la formation. Je crois il a été oublié par pas mal de. On forme et puis on envoie quoi. On forme et on envoie, mais derrière tu fais quoi s'ils arrêtent? Tu sais pas. Ouais. En tout cas, il doit y avoir plein de solutions, plein de choses à trouver pour fidéliser les arbitres. On le fera en tout cas. Et pas forcément des choses genre cadeaux, machin. Non, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Franchement, c'est multiple hein, les récompenses. Moi, je pense, Eric, insister sur l'accompagnement. Après, bien sûr, faut avoir les personnes qu'il faut. C'est ça. L'accompagnement déjà. Farid, l'accompagnement, il passe par nous au niveau de nos structures, mais par contre, et ça, je pense que c'est aussi une grosse piste de réflexion, c'est l'accompagnement par les clubs. Ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo des référents, où effectivement, nous, au niveau de la région, et Kevin, j'ai assisté à sa réunion avec sa CDA sur le projet effectivement d'accompagner les référents. Bon, déjà, les référents, effectivement, sont les porte-parole au niveau des clubs. Ils sont là pour accompagner les arbitres, ils sont là pour accompagner les clubs au niveau des lois du jeu. Et je pense que déjà, si chaque club fait bien son job avec les référents et que les référents accompagnent les nouveaux arbitres, je pense qu'il y a une partie du boulot qui sera faite et qui permettra de fidéliser un peu plus les arbitres. Et ça, j'en suis persuadé. Également. Voilà. Donc les référents, je pense que ça fait partie on va dire, des axes de travail majeurs sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc accompagner les clubs sur les référents et former les référents aussi derrière pour savoir exactement ce qu'ils doivent faire et leur donner de la matière surtout. Voilà. Parce que je sais que certains arbitres chez nous font de la communication auprès de chaque catégorie dans leur club pour calmer un petit peu la tension, malheureusement, entre l'arbitrage et les joueurs. Pour avoir notamment les nouvelles modifications, des choses comme ça, puisque les joueurs, je vous le rappelle, la plupart ne connaissent pas le règlement. Oui. Ça, je te le confirme encore, Farid. Ça fait quelques années, effectivement, et c'est pour ça aussi que j'ai intégré la commission régionale. Je fais un petit peu le tour des clubs au niveau de l'Occitanie et notamment sur la partie ex-Midi-Pyrénées. Je suis allé à la rencontre donc, de clubs de National 2, National 3. Donc, on a fait le biathlon de l'arbitrage, Eric, comme tu l'as signalé tout à l'heure. Ouais. Et c'est des clubs de National 2, National 3 n'ont pas eu la moyenne sur le biathlon d'arbitrage. Donc, 10 questions très simples. Comme par exemple, le joueur tire penalty, elle touche la barre, elle revient sur lui, il marque. Tous ils me disent il y a but. Donc voilà. Et là, le coach nous regarde droit dans les yeux. Ah oui, d'accord, effectivement. En fait, on prend beaucoup de cartons jaunes parce qu'on ne connaît pas suffisamment les lois du jeu. Et là, il y a une prise de conscience à faire. Comme un attaquant n'est pas hors jeu sur un 6 mètres. Ouais, c'est connu ça. J'en découvre. Les joueurs le découvrent tous les week-ends quand je leur en parle. Ou sur un corner.
Oui, par exemple, oui. Mais ils ont appris récemment qu'il n'y avait pas d'enjeu sur les touches, donc ils sont contents de connaître ces règles, mais ils ne connaissent pas les autres. Allez, n'allons pas trop loin, ne débordons pas. Non. Prochain thème, tiens, là, je pense qu'il y a des choses à dire. Comment se passe la saison d'un arbitre? Il n'y a que des arbitres autour de la table. Ah oui. Ancien arbitre avec Eric. Racontez-nous un petit peu votre saison d'arbitre. On va laisser la parole aux experts et après, avec Eric, on donnera notre analyse après. Geoffrey, ta saison d'arbitre. Non, je sais pas Allez. si c'est le. Je sais pas. Non, mais comment mais tu non, prépares non, les voilà. matchs, tout ça? Alors, on sait en général que notre saison commence fin août pour les premiers tours de Coupe de France à notre Oui, niveau, il y a ça. donc niveau district ou ligue. Ça commence fin août. Donc, on commence en général notre préparation physique, on va dire un mois avant, donc fin juillet, pour être gentil. C'est toi qui prépares ta préparation en fin juillet. Ouais, alors, Ah. il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. L'arbitre, après, c'est à lui de prendre des décisions. Moi, je sais que je suis obligé de faire ma propre prépa physique, mais je sais qu'il y a certains clubs qui donnent des prépas physiques à leurs arbitres. Ouais, Il y a des arbitres qui vont faire la prépa physique avec l'équipe de leur club aussi. Donc, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise préparation. Le tout, c'est d'être prêt physiquement pour le début de saison, pour le début des pré-matchs. Sachant que, bon, maintenant, ça s'est arrêté, mais on pouvait se retrouver fin août à un premier match de saison avec des prolongations, quand il y avait la coupe. Maintenant, il n'y a plus de prolongation en coupe, donc c'est pas forcément négatif on va dire, pour les arbitres entre guillemets de bas niveau qui n'ont pas les mêmes outils que d'autres pour se préparer athlétiquement. Donc voilà, la saison commence là, et il faut savoir que donc normalement, quand on représente un club, quand on est arbitre, on représente un club la plus. Oui. Ah, on n'entend plus. On n'entend plus. Il faut réaliser 20 matchs dans la saison. Attends. Allô? Oui, c'est bon, c'est bon, oui. Ouais, c'est bon, On t'entends, va ouais. Ouais. Donc je disais, pour représenter un club, pour représenter notre club, il faut faire au minimum 20 matchs dans la saison par rapport au statut de l'arbitrage, ce qui permet ensuite au club de pouvoir avoir des mutés, de pouvoir monter de division, etc. Donc ce qui est très intéressant dans la fonction d'arbitre pour nous, c'est qu'on peut gérer notre emploi du temps. C'est-à-dire que je peux décider quel week-end ou quel jour dans le week-end je vais pouvoir arbitrer ou je ne serai pas là. Et donc il faut juste le prévoir à l'avance, mais je sais que le 30 septembre j'ai un anniversaire super important de la famille ou quoi que je peux pas rater. Donc je dis le dimanche 30 septembre je peux pas arbitrer. Par contre je peux aller arbitrer le 29. C'est des choses, il y a vraiment une latitude qui est super sympa dans l'arbitrage, c'est qu'on peut choisir nos disponibilités. Par rapport où quand on est joueur par exemple, le match. Ça veut dire quoi qu'il arrive. Si on est là que le dimanche, il n'y a pas de match. Le match, c'est juste en nous. Là, on peut s'adapter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant pour tout. Donc, voilà, se passe. Le week-end, On a même la possibilité de pouvoir faire 2 matchs dans le week-end suivant nos disponibilités, c'est-à-dire faire un match au centre et un match arbitre assis. Voire 2 fois la touche. Si vraiment on est passionné et qu'on a envie de faire plusieurs matchs. Voilà. Ensuite, Il faut savoir, bon, c'est toujours pareil. La plupart du temps, je sais pas. Je crois que Geoffrey passe sous un tunnel. C'est ça. Attends, je suis à la maison. On a compris, la saison de Geoffrey se passe bien. Il a utilisé le débit pour la console, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Kevin. Ouais, effectivement, alors il y a des points effectivement que je rejoins Geoffrey. Après, il y a d'autres points effectivement, on n'a pas le même niveau effectivement, donc du coup, la préparation effectivement pour nous elle est plus tôt. Moi, je la débarque quasiment début juillet effectivement parce que souvent nos stages de rentrée qui sont en août. Ouais. Donc effectivement, il faut effectivement un mois de préparation minimum pour être prêt pour le stage de rentrée. Même au niveau ligue, le début de saison, des fois, il commence le 15 août avec la Nationale 2. Donc, il faut être prêt à ce moment-là.
la préparation est un moment, est quasiment un moment crucial pour un arbitre, pour deux raisons. Déjà, parce que c'est ce qui va faire sa condition physique sur toute la saison. Et la différence, c'est que saison, entre guillemets, elle est par terre, quoi. Alors qu'entre guillemets, un joueur qui se blesse, bon, l'équipe est pas par terre, quoi. Il y a d'autres joueurs. Alors qu'un arbitre, malheureusement, s'il est pas prêt, ou s'il se blesse. Donc, la préparation a beaucoup plus d'enjeux, déjà, que pour, entre guillemets, un joueur. Et ensuite, entre guillemets, la difficulté qu'on peut arriver à trouver, c'est effectivement, on est souvent entre guillemets tout seul. Alors, suivant là où on se trouve, on peut arriver à s'entraîner à deux ou trois. C'est ce que je fais moi avec des collègues. Effectivement, ça permet de se tirer un petit peu la bourre aussi pour arriver au début de saison, être prêt. Après, comment se passe la saison? Eh bien, nous, on a la chance en Ligue, effectivement, d'arbitrer à 3. Donc, c'est à la fois un confort et un plaisir, parce que c'est vrai que d'arbitrer tout seul, c'est bien, mais d'arbitrer à 3, ça permet de partager notre plaisir avec les collègues sur un moment, parce qu'avant tout, il faut savoir que les arbitres de foot, et comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 15 ans que je suis dans le foot, dans l'arbitrage du taux, 80-90% des arbitres avec qui je tourne, c'est des passionnés du foot à la base. Ça aussi, il faut que les gens arrivent à le comprendre. C'est qu'ils sont pas là forcément pour, comme on peut l'entendre souvent, prendre leur billet ou prendre leur chèque. C'est aussi des passionnés de foot. Parce qu'aujourd'hui, si faire l'arbitrage, ce serait que on pourra faire notre travail. Je pense qu'on ne pourrait pas aborder tous les petits soucis qu'on a pour du monde, etc. Donc avant tout, on est des passionnés. Moi, je peux pas m'empêcher de voir du foot tous les jours. Après, il est très bien placé. Toujours en train de parler de foot, on parle tout le temps de foot. Est-ce que tu as vu ça? Donc voilà. Donc c'est vraiment un plaisir l'arbitrage. Et alors, en plus, quand on est à 3, effectivement, Karim peut le confirmer. C'est vrai qu'on a tourné une ou deux fois ensemble, mais t'es content d'aller au match. C'est pas que je suis pas content d'aller avec les autres, je m'entends bien avec tout le monde. Mais c'est vrai que quand on tourne avec les copains avec qui on s'entend mieux qu'avec d'autres, bien évidemment, comme partout, hein. C'est un plaisir. C'est un plaisir, et c'est là aussi on fait les meilleures performances parce qu'on est plus en confiance, etc. Donc voilà. Et on est stimulé surtout. Ah, c'est ça. Exactement. On vous écoute maintenant, Karim et Eric. Allez, écoute, je vais prendre la parole. Pareil, moi je rejoins totalement ce qui a été dit précédemment, et notamment par rapport à Kevin. La préparation commence, j'allais te dire fin juin, début juillet, puisqu'après les premiers matchs amicaux commencent à arriver. La préparation aussi des différentes clubs. Donc pareil, une grosse préparation physique pour pouvoir être, on va dire, opérationnel début août, avec les tests physiques. Et être surtout opérationnel pour la saison. Pareil, objectif déjà de pouvoir couvrir son club. Pour rejoindre ce qu'a dit Kevin aussi, on est solitaire. Je cherchais le mot, sauf que moi personnellement, je n'aime pas du tout m'entraîner tout seul. Et c'est vrai que systématiquement, je cherche à m'entraîner avec les collègues pour créer une émulation. Et pareil, parce que en m'entraînant avec les autres, forcément, ça nous permet de passer des caps et je pense monter en puissance. Donc voilà. Après, pour les week-ends, pareil, je rejoins totalement ce qu'a dit Kevin aussi. Plaisir de pouvoir tourner avec les collègues que l'on connaît depuis un certain nombre d'années. Donc on a la chance de tourner à 3 avec des délégués par rapport au niveau sur lesquels on évolue. Donc je pense que ça permet de faciliter et surtout de continuer à animer la flamme de la passion. Voilà, parce que effectivement, la passion, c'est primordial, parce que sinon t'arrêtes rapidement. Voilà, si je dois résumer sans reprendre trop ce qui a été dit précédemment. Voilà. C'était parfait. Eric, toi?
Ah bah écoute, moi, j'ai arrêté depuis un petit bout de temps quand même, hein. Ouais, mais si t'as des petites idées ou quoi, dis-nous tout. Alors, ça m'a donné, oui, ça m'a rappelé une idée. Moi, je ne sais pas si vous êtes adhérent à l'UNAP, tous les autres, mais je sais que, Moi, je le suis personnellement. Voilà. Je le suis aussi. eh ben, écoute, l'UNAP organise enfin, certaines UNAP ont mis en place comment dire, des sections d'entraînement où on est 10, 15, 20 selon les, et ils louent un stade, enfin, ils mettent un stade à disposition et on a un stade pour 2, 3 heures d'entraînement. Donc ça peut être intéressant. Par contre, je vais revenir sur, c'est Karine qui disait qu'il avait, comment se passent tes après-matchs? C'est-à-dire les après-matchs. Bah, tu me dis, je sais pas, qu'est-ce que vous faites après match? Vous allez boire un coup? Ah oui, pardon. Oui, systématiquement, bon, déjà, on essaye de privilégier la collation d'après-match. Déjà pour aller à la rencontre des clubs, pareil, discuter si jamais il y avait des interrogations. Et surtout, oui, on essaye de garder le lien avec les collègues arbitres. Et c'est vrai que oui, le fait de manger ensemble, ben voilà, forcément, on crée des liens. Et quand on va tourner sur d'autres matchs, on se connaît beaucoup plus. Alors, Vous restez entre vous plutôt et vous mangez ensemble. Enfin, on mange on mange avec les arbitres, mais avec les clubs, le club recevant. Okay. Ouais, tout à fait, ouais. alors moi, Systématiquement. je vais vous raconter, bon, c'est une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut. Nous, quand j'étais arbitre en Ligue de Paris, on savait où chacun arbitrait. On avait un lieu de rendez-vous qui était, c'était soit Vélizy 2, soit Clamart, ou une pizzeria ou un bœuf jardinier, et on se retrouvait à 15 ou 20 à la fin des matchs. On arrivait les uns de Fontainebleau, les autres du Nord, les autres du Sud, et tous les samedis soirs ou les dimanches soirs pour certains, on se retrouvait autour d'une table et on terminait. Je vous rassure que les indemnités d'après-match, elles partaient dans le restaurant. Et, ça, c'est clair. Et on se retrouvait tous et on discutait de nos matchs, on refaisait le monde. Voilà, c'était la belle vie, quoi. Ça nous arrive, nous, de temps en temps, qu'on n'est pas trop loin, on essaie de se retrouver après. Ah ouais, mais nous, c'était systématique. C'est bien, c'est beau. Ouais. Voilà, c'est beau. Mais nous, ça nous arrive de temps en temps. Quand on n'est pas trop loin, on essaie de se retrouver. Et ça nous arrive aussi. On l'a testé l'année dernière avec Kevin et les collègues du Tarn. Ouais. On a fait une grosse sortie montagne sur une journée. Et franchement, c'est à refaire. Ah oui, non, mais ça, je sais ce que c'est parce que rien que d'en parler, j'y suis encore au resto, alors. Voilà. Tel coulé à flot. Voilà. Bon. Je pense qu'on a fait le tour sur ce point-là, messieurs les invités, les experts, à moins que vous ayez autre chose à rajouter. Non, je pense que déjà, merci encore pour ce débat. Honnêtement, c'était vraiment bien, riche, c'était sincère. Et ouais, je pense que si les auditeurs nous entendent, voilà, ils voient quand même qu'on est des passionnés et qu'on est là pour faire avancer le football et le sport en règle générale. La plus grande preuve, c'est les victoires de Geoffrey dans les quiz. Voilà, il connaît c'est ça. Il connaît le foot. Tu m'entends? Oui, ouais. J'aurais juste aimé aussi souligner un truc parce que du coup j'ai pas pu. Il y a aussi un truc qu'on dit des fois il y a des matchs aussi qui se passent pas forcément super bien pour nous, qu'on vit pas très bien. Et le fait d'avoir les collègues aussi, de se retrouver après ou de pouvoir s'appeler discuter. Exactement. Aussi de passer et de prendre l'expérience de passer le mauvais moment et le transformer pour nous, déjà mentalement, pouvoir aborder la suite sous de bonnes auspices et voilà, évacuer ce mauvais moment en le transformant et en vivant d'autres moments de convivialité. Comme nous, on se retrouve parfois, une fois qu'on a fini les matchs, on se retrouve, on mange ensemble, on peut faire des bowling, etc. C'est des moments aussi qui renforcent notre entre guillemets, la passion, parce que ça fait partie aussi de ça. On est solitaire, mais on est tous ensemble, donc... on est une famille, on est une famille, et même si on est seul sur le terrain, après on est tous une famille, on se retrouve tous ensemble, et c'est vraiment des choses qui sont, il faut le vivre en fait pour comprendre vraiment ce que c'est. Exactement. Allez, merci en tout cas pour cette conclusion, Geoffrey. C'était beau, comme d'habitude, c'est toi qui conclus les choses. Déjà qu'on m'a coupé. Allez, tout de suite, les questions auditeurs.
Faites transpirer les experts avec vos questions auditeurs. Allez, les questions auditeurs, il y en a une quatrième en cours d'émission qui s'est rajoutée. Donc on a les questions aujourd'hui donc de Didier, Jérôme, Soso et Hugo. Je crois que 3, puisqu'il y en a 2, c'est la même question. Il y en a 2, c'est quasiment la même question. Donc Jérôme et Soso, hein, on vous répondra en même temps. La première, c'est Didier. Par rapport à la communication, il me dit, le problème, c'est les arbitres qui ne communiquent pas. Est-ce que dans les formations, les ligues ou les districts, on vous demande de ne pas communiquer? Alors là, Si on reprend la formation initiale, au contraire, il y a même un module spécifique sur la présentation avec des jeux de rôle. Donc au contraire, on est censé aller vers les joueurs, vers les dirigeants pour briser la glace et créer un climat de confiance. Donc oui, dans les formations, il est prévu d'aller communiquer avec les joueurs et autres. Ouais. Ouais. Ce qui est fait en formation, c'est pas vraiment le réel en fait. C'est des habitudes qu'on demande à prendre aux arbitres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est la nuance effectivement, mais ça dépend de cadre. Et après, je vais revenir encore. Je remets une deuxième couche. Si la formation était un peu plus longue, on pourrait encore aller dans ce système de communication qui va vers l'autre, qui discute. Parce que c'est bien de demander. Toi, tu vas vers un dirigeant, tu dis bonjour, et après tu t'en vas. Bon, tu dis, j'ai communiqué. Bah oui, mais la communication, c'est pas ça, mon vieux. C'est dire bonjour, comment ça va, alors votre saison, ça se passe bien, et poser des questions. Avoir un jeu d'interaction. Avoir un jeu interactif avec la personne avec laquelle tu t'adresses en s'intéressant un peu au club que tu viens arbitrer. Et pas simplement le bonjour, habituel. Parce que ça, Eric, t'as raison, il y a ça, mais je pense que peut-être Didier nous parle aussi du terrain. Parce que c'est vrai que... quand il parle du terrain. Alors, après, je dis... ça, c'est l'humain, hein, c'est compliqué. Moi, je dis, chaque arbitre, chaque personnalité. Il y a des gens... Regarde, après, on va me dire c'est faux, mais bon, dans les faits, je vais prendre des exemples d'arbitres de haut niveau pour vous faire sentir la différence. Est-ce que tu irais plutôt discuter avec Willy Delajode ou avec Anthony Gauthier? À qui tu poses la question? Avec Willy direct. Avec Gauthier, il a tout le temps sifflé dans la bouche. Voilà. Non, mais quand, toi, il y a la réceptivité de l'arbitre, ce qu'il ressent vers l'extérieur. Avec Anthony Gauthier, on ne fait pas chier. Tu vois ce que je veux dire sur le terrain. Non, mais il a pas et pourtant, il communique autant que les autres. Et c'est sa façon d'être. Après, tu te crées ta personnalité, ta façon de communiquer. Mais si tu es un peu timide et que tout cela n'a pas été décelé pendant la formation, tu vas avoir du mal à faire valoir ce que tu veux dire, tout ce que je veux dire, à t'exprimer totalement sur le terrain. Donc, un module un peu plus long, je remets une troisième couche, un module un peu plus long permet d'avoir des modules de managerat, de dire tiens, ça c'est à faire. On peut pas survoler les choses et puis envoyer les arbitres parce que faut pas se leurrer non plus. Les clubs de district ont les arbitres du niveau qu'ils sont. Hein. Les arbitres de D3, ils ont des arbitres qui ont peut-être 2 ans d'expérience, 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience. Faut pas rêver. Les arbitres en D1, ils ont des arbitres qui ont 6, 8, 10 ans d'expérience et qui ont pris de la bouteille, qui savent à qui ils s'adressent et qui ont compris des habitudes. On peut pas. Alors je sais pas le club du gars qui pose la question, mais on peut pas demander à un cheval de course de gagner le quintet avant d'être parti. Hein. Allez, on lui a répondu. Jérôme et Soso nous demandent, en gros, pour vous, quel est pour vous le meilleur arbitre en France? Kevin Galibert. J'aurais bien dit Karim Tourèche, mais bon. Après. Ça va vous les chevilles pour tout le monde? Moi, je dis Rudy Buquet. Pour moi, il a tout fait et c'est mon préféré. Et c'est mon dernier mot, c'est ça? Et c'est mon dernier mot, Eric. Karim, on est pareil. Moi, je l'ai dit à Moi, j'aimais bien. C'est simple, là, et
Grégory, qui est assez simple, qui fait pas de vagues, qui fait ses matchs. Tu peux répéter le nom, je l'ai pas entendu. Miguel Gori. Ah, Jérôme Ouais. Michel Gory, oui. Jérôme- Il est d'Occitanie, non? Non, même pas. Non, Non. non. Et Geoffrey, toi? Moi, c'est compliqué parce que j'en trouve pas un qui sort vraiment du lot, donc je dirais Buquet aussi. Ouais. Ouais. Et Eric, est-ce que toi, tu as un arbitre préféré? Oui, mais C'est secret. il va être très ancien, le mien. Ah, Moi, j'adorais. Vous avez certainement entendu le nom déjà. Ils étaient deux à l'époque. Michel Vautreau, Joël Quignou. Ah oui. Ah oui. oui. Voilà. Ah. Alors, je veux pas me fâcher avec mes collègues, avec mes collègues de D1. Ils ont tous une personnalité différente. Bien sûr. Ils ont tous une façon d'arbitrer différente. C'est vrai que Rudy Buquet, en plus de la bouteille, du calme, de la façon de gérer ses matchs, voilà. Mais faut pas oublier qu'on a quand même aujourd'hui un arbitre en finale de Champions League qui a arbitré la finale de l'Europa League l'année dernière, Clément Turpin, et ça c'est pas rien non plus. Ah oui. En 2 saisons, faire Europa League, Ligue des Champions, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Ouais. Alors justement, Ah bah, moi, je trouve personne, que je trouve en fait que moi c'est sa personnalité dans le championnat de France qui me dérange parce que je trouve qu'il arbitre, il a un comportement, je le trouve, c'est mon ressenti. Hein. Le championnat de France, il a un comportement, je trouve, hautain qu'il n'a pas en Coupe d'Europe. Mais c'est mon ressenti. C'est pour ça que je l'ai pas cité. Il arbitre différemment, moi, je trouve. Voilà. Ah ouais, mais faut dire que le jeu qui lui est proposé est un peu différent aussi, les gars. Oui. Hein, vous êtes gentils. Hein. Ça, c'est sûr. Quand tu arbitres un Bordeaux-Marseille ou un Bordeaux-Strasbourg, c'est pas un Inter de Milan, ça vient de Prague. Hein. Puis c'est pas les mêmes règles derrière et c'est pas la même commission de discipline où les mecs ils savent très bien que s'ils taclent par derrière, ils vont se prendre 6 matchs, alors que chez nous ils prennent un match plus un avec sursis. Hein. Ah oui, c'est ça le problème. Hein. C'est que c'est pas le même paletot. Hein. C'est en Voilà, train de donc, dire que l'UEFA frappe plus fort que... Ah bah ça, oui. l'UEFA, Ah bah oui, et puis elle touche au porte-monnaie. Hein. Ouais. Quand un entraîneur dit, je me rappelle Pep Guardiola qui a dû se prendre, puis aussi l'entraîneur anglais là. Comment il s'appelle. Oh, il s'est pris 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros d'amende pour propos inconvenants envers l'arbitre. Au bout d'un moment, le mec, on l'a pas entendu depuis. Hein. Franchement, très calme hein, depuis. Allez, Hugo nous demande, qu'avez-vous pensé de la prestation de Stéphanie Frappard en finale samedi dernier? Eric, vas-y. Ah, pour moi, RAS, hein, je vais te dire, c'est un match mené à son terme. Alors un match mené à son terme de manière satisfaisante pour moi. Après, on pourrait leur reprocher tout ce qu'on veut. Ce ne sont que des faits de jeu. Et à partir du moment où ça met à mal le club qu'on aime, on est anti-arbitre et gna 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 gna. Oui. Et à partir du moment où c'est pour son club, l'arbitre c'est le meilleur. C'est comme ça qu'on réagit aujourd'hui. Hein. Oui. Les journaux, l'homme est humain. Quand c'est pour lui, c'est bon. Quand c'est pas pour lui, c'est mauvais. Donc, pour Ils ont moi. beaucoup critiqué sur le penalty, c'est pour ça. Voilà. Et alors, mais il y a 100 fois. Non, mais c'est les Ouais, médias, on est d'accord. Hein. Mais après, ce qu'on peut. Mais alors après, il n'a même pas été voir la VAR. Bah si. Mais il y a un échange. Il faudrait leur dire aux commentateurs hein, que toutes les actions, toutes Ouais. les actions sont revues par la VAR. Après, c'est pas en on, c'est en off. Il reçoit dans le micro, il dit on a vu, il y a rien du tout. On a vu, c'est pas sorti. On a vu, il y a ou pas. Ils se le disent dans le mot, mais on n'entend pas nous. On n'entend pas, mais ils se le disent. Et la main, elle a été visionnée. Ils ont donné il y a penalty. Après, ce qui est peut-être gênant dans la façon de juger, c'est l'intentionnalité par rapport à la distance. La distance était courte, c'est vrai, mais le bras, il n'était pas en position normale. Il était décalé du corps. Si tu sautes, moi, je vais pas vous faire le geste parce qu'on m'avait donné des trucs en me disant les mains là, c'est bon, les mains là, c'est pas bon. Mais bon, je ferai un dessin sur le blog pour vous dire. Mais bon, mais pour moi, il y a CRS et après, ce ne sont que des supputations ou des mauvaises interprétations ou des injures qui sont venues de la part des supporters du club niçois sur Internet, sur Twitter, sur en fait. Bah oui.
Et ça franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Stéphanie a fait un super match. Il n'y a rien à redire dessus. Il n'y a rien à acheter. Franchement, voilà. Mais après, c'est pas la première. Après, ça va être la première femme partout puisque c'est la seule femme. Donc forcément, à chaque fois qu'elle va faire un truc, ça va être la première femme. Ouais, pour le moment. Voilà. Pour le moment, Voilà. on attend la deuxième. C'est ça. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus, sur cette question-là? Non, moi je pense que Eric a bien résumé. Voilà. Ok, Geoffrey et Kevin? Non, après, effectivement, Moi, je trouve qu'elle a fait son match. Voilà. elle a fait son match. Après, il faut savoir que c'est une finale de Coupe de France. C'est-à-dire que comme on revient à ce qu'on disait après, il y a une pression qui est énorme. Et en plus, comme dit Eric, c'est la première femme. Donc, du coup, il y avait beaucoup de personnes qui attendaient sa prestation. Donc, la pression d'arbitre une finale de Coupe de France devant 80 000 personnes. Donc, il y a ce critère aussi à prendre en compte que les gens ne peuvent pas sentir. C'est ce que disait Geoffrey. On paye de choses que les gens ne ressentent pas, cette pression qu'il y a d'arbitrer des matchs en jeu. On rencontre plus devant 80 personnes. Voilà. Franchement, moi, j'ai pas senti que Stéphanie était sous pression. Hein. Non, elle était, au moment des présentations avec le président de la République, elle était super détendue. Je peux te dire que, franchement, et tu me dis, il y a 80 000 personnes. Lorsqu'elle a arbitré la finale de la Supercoupe il y a 2 ans, il y avait beaucoup plus de monde dans les tribunes. Hein, et ça s'est déroulé très, très bien. Donc, la finale de la Coupe du Monde féminine, il y avait beaucoup plus de monde aussi. Donc, effectivement, c'est la première, mais c'est surtout parce que le football est un sport de macho invétéré et que c'est parce que c'est une femme, on va encore lui trouver des trucs à redire. Voilà. Merci pour la conclusion, les experts et les invités. C'était beau, voilà. Tout de suite, allez, on est chaud, on est bouillant. J'espère que Geoffrey aussi, qui nous entend bien. C'est le quiz de Kékette. Et tout de suite, le quiz de Kékette. Le quiz de quoi? De Kékette, tu le connais pas? Kékette, un quiz. Qu'est-ce que tu vas nous concocter aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'ai à vous concocter aujourd'hui? Effectivement, il y a un qui suis-je, il faut trouver une rencontre, trouver un arbitre et trouver des chiffres. Il y a un peu de tout. Donc, autour de l'arbitrage. Autour de l'arbitrage, qu'autour de l'arbitrage. Ok, donc tout le monde a ses chances. Tout le monde a sa chance, voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 questions. Donc bonne chance, messieurs. Allez, donc, la première question, ce sera une question de rapidité. Le premier qui répond, bien évidemment, il a gagné. Messieurs, soyez à l'écoute. Je veux que vous ayez le nom et le prénom de l'arbitre de la dernière finale de Coupe du Monde. Ah putain. C'est l'Argentel, là. Putain, comment il s'appelle? Nestor Pitana. Nestor Pitana. Bien vu, Farid. Farid, tu me donnes la moitié de ton point, s'il te plaît. Oui, non mais. Allez, je suis quelqu'un de gentil, je te le donne. Vas-y, voilà. Non, il n'y a pas de demi-point, les gars, il n'y a pas de demi-point. Je plaisante. Après, c'est Kevin qui décide, voilà. Mais c'est vrai que c'est un arbitre que j'avais beaucoup apprécié en Coupe du Monde. Voilà. Ah ouais, machine. Ouais. Il dégageait un truc que j'aimais bien. Voilà. Pareil. Deuxième question, donc effectivement, on en a parlé un petit peu après. Donc, Clément Turpin a été désigné pour la finale de Ligue des Champions le 28 mai au Stade de France qui opposera Liverpool à de Madrid. Ouais. Quelle était l'opposition de sa dernière finale arbitrée? Central contre finale de la Coupe de l'UEFA. Europa League, ouais. Mais c'est quoi le match? Villarreal Manchester. Oh là là, Farid, bien vu, Villarreal Manchester. Putain, j'avais Manchester à me manquer les autres. C'est Villarreal, ouais, qui avait gagné. Ils sont partis en prolongation, non, tir au but. Tir au but, effectivement. Avec Derrière qui rate à la fin. C'est ça. Et donc là, ensuite, là, sur les 2 prochaines questions, vous allez tous pouvoir répondre. Et c'est celui qui sera le plus près qui aura le point. D'accord?
Donc, Clément Turpin, aujourd'hui arbitre depuis plusieurs années. Pouvez-vous me donner le nombre le plus proche du coup, de matchs arbitrés par Clément Turpin sur toute sa carrière? Oh. Eric, combien de matchs il a fait? Ah non, moi, tu me laisses en dernier, moi. Combien Bon, de ok, matchs il a allez. fait? Ouais. Je dirais 500. Karim, 500. 350. 450. En brut. Bon, Tout compris, TTC. ouais, tout compris, tout compris. Fait en pro, quoi. Ouais, en pro. Ok. Ouais, en pro. Ouais, je reste sur 350. Joe, Ah putain. 320. 320. Eric, C'est à moi de parler. Ouais, c'est Ça. à toi, Eric. Il a fait une recherche Ah bon. Wikipédia. Alors, qu'est-ce que je veux dire non. Avec les matchs de ligue et de district ou que les matchs internationaux et de Ligue 1? non, je pense que vu le nombre que j'ai, je pense qu'il a dû être compté effectivement sur tout ce qui est à partir de la fédérale, quoi. Je pense. D'accord. Alors, je vais dire 346. Ouais, Eric, 346. Donc le plus proche, c'est Karim. Le plus proche, c'est Karim qui avait annoncé 500. Il est à 460. Ah, ouais. Merci, Donc un point pour Karim. Ouais. T'as compté à partir des matchs qu'il a fait en National 2 et tout, là? Ah oui, c'est un nombre que j'ai trouvé, les gars. Ouais, On va non, commencer à mais contester les chiffres. on conteste pas. C'était juste. Messieurs, on conteste pas l'arbitrage, bien sûr. On demande explication, on conteste pas. Communication. Dernière question, ce qui concerne Clément Turpin. Vous connaissez la spécialité de Clément Turpin, c'est les pénaltys. Pour dur. Donc, je vais vous demander de me donner encore un chiffre. Combien de pénaltys a-t-il sifflé sur ces 460 matchs? Bon, Eric, t'es laissé Non, Moi, t'es laissé répondre l'an dernier, mais là, tu réponds en premier. je vais dire, malgré que je ne suis pas lyonnais, si c'est ce que tu veux dire. On a un petit peu d'humour, hein, voilà. Oui. Sur Clément Turpin, voilà. Alors, pour info, avant que je donne mon chiffre, l'arbitre qui a sifflé le plus de pénaltys ces dernières années, c'est pas Clément Turpin, hein, c'est Benoît Millot, hein, faut le savoir. Bon, non, mais. Ouais, combien il a sifflé sur ces 400? Combien il a de matchs? 460. 460, il a sifflé 180 pénaltys. Eric, 180. FK. Je dirais 110 pénalty. 110. Fré. 460 matchs. Bah, Allez, 460. 230 alors. En moitié. Ah oui. Karim. 150. 150. Attendez, il faut que je calcule là parce que du coup, c'est serré. Alors, il y en a un qui est à 17 près et l'autre qui est à 13 près. Il en a sifflé 163. Karim, t'es à 13. Eric, t'es à 17. Donc, un point pour Karim. Bravo. Ouais. Donc, il a sifflé 163 penalties sur ses 460 matchs. Si ta question maintenant, c'est combien pour Lyon, je m'en vais. Hein. Non, j'ai pas cette question. Non, combien pour la casette? Allez. Cinquième question. Allez, qui vaut 2 points. Parce que celle-là, c'est pour voir si vous avez écouté. Attention, il faut être rapide. Hein. En Occitanie, quel est le pourcentage de perte d'arbitre? 33. 30%. 30%, oui. Ah, j'ai entendu un 30%. Qui c'est qui a dit 30% en premier? C'est moi, Il Geoffrey. me semble que c'est Geoffrey. Hein. Vous êtes des enfoirés. Allez, donc, il reste une question qui est un rébut. Oh putain. Et on va dire qu'il vaut 3 points. Un rébut vocal alors. On va dire qu'il vaut 3 points. Donc, celui qui trouve, effectivement, a gagné. Allez.
Donc, mon premier, C'est que le nom ou Inverse- le prénom? non, c'est que le prénom. Automatiquement, vous allez trouver le prénom avec qui va avec. Que le nom. Que le nom. Ok. Mon premier, l'inverse de rien. C'est l'inverse de quoi? Mon premier est l'inverse de rien. Oui. Mhm. Tourèche. Karim Tourèche. Oh Tourèche. non, t'as gagné, Eric. Bien vu, Karim. Eric. Eric, il a gagné. Ah oui, Bon, j'ai fini mon début du coup. Mon second est l'ancien nom du stade de l'OGC Nice. Donc, Ré. Ouais, je te dirais. Mon troisième, le diminutif des révolutionnaires argentins. Tché. Et, et mon tout est le meilleur arbitre ariégeois du XXIe siècle. Tourettier collettier. Non, mais c'est parfait. Donc, Eric gagne, du coup. Parce que Bon, mais c'était Eric 3 points. gagne en répondant à une seule question. Bravo, Eric. Bravo, Eric. Bravo Merci, Eric. les gars. Tu nous as battus. Il faut que je le raconte à ma femme, celle-là, franchement. Tourettier. Elle est pas mal, elle est pas mal. En tout cas, voilà, belle victoire, Eric. Merci, Kevin. On peut dire aussi une chose, que prochainement, dans un futur live, voilà, nous organiserons donc ensemble un quiz en direct sur Facebook. Ah ben, avec grand plaisir. Voilà. Donc, si vous êtes opérationnel, j'animerai en tout cas ce live et Keket, en tout cas, balancera les questions. On essaiera de Et savoir. celui qui gagne participera à une émission très spéciale. Voilà. Très bien. J'en dirai pas plus. Eric, ça a été un plaisir. Un de plaisir, t'avoir eu, un plaisir dans cette partagé. émission. Un plaisir partagé. C'est la première fois que j'écoutais l'émission et que j'y participais. Donc, je vais être un beaucoup plus fidèle auditeur de votre quiz maintenant, enfin de votre quiz, de votre émission podcast. Mm, Je remercie tout le monde de m'avoir invité et de m'avoir écouté. c'est Et normal. puis vive l'arbitrage. C'est ça. Vive l'arbitrage. Magnifique. Karim, merci aussi d'avoir été présent. Avec grand plaisir. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous. Voilà, la passion avant tout. Et comme Eric l'a dit, vive l'arbitrage. Parfait. Geoffrey, Kevin, merci à vous. Merci à vous tous et surtout merci à Eric et à Karim d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission concernant l'arbitrage. On a passé 1h30 ensemble, mais effectivement, comme on avait dit, la passion, on aurait pu rester 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée à c'est parler clair. de ça. Mais Et ça là, avec grand plaisir. c'est intéressant d'avoir abordé ce sujet avec vous. Mm. Et en tout cas, j'espère que la fin de saison se passera bien sur tous les terrains, pas forcément du Tarn-Occitanie, mais de France, et qu'on puisse partir en vacances pleinement. Et voilà. Et Eric, tu vas venir dans le Tarn bientôt. Oula. Ah. Non mais pourquoi pas, ça me fera prendre un accent d'une autre région d'ailleurs. Parce que vous avez un accent absolument charmant. Très bien. Merci beaucoup du compliment. C'est gentil. En tout cas, t'es le bienvenu, Eric. Il n'y a pas de souci. C'est gentil, merci beaucoup. T'es le bienvenu et merci encore pour ce que tu fais. Voilà, ton blog Arbitrez-vous. Je vous invite à y aller puisque c'est vraiment le blog de l'arbitrage et le blog national de l'arbitrage, si je peux dire. Voilà. C'est ça. Ouais, exactement. Et Eric, Vive l'arbitrage. Eric, juste, je prends la parole pour Ouais. plusieurs messages que j'ai reçus. J'ai beaucoup d'arbitres ou moins jeunes qui te remercient pour tout ce que tu fais aussi pour les infos, pour l'arbitrage, les infos que tu véhicules. T'as un grand merci de la part de beaucoup d'arbitres tarnais et régionaux qui m'ont envoyé quelques messages. Donc voilà. C'est très gentil. Ce que tu fais, on t'a Ça merci sera d'être ma- avec nous. Ça sera ma dernière mission avant de quitter cette terre. Merci. Le plus tard possible. Oui, Le plus Oui, tard bien possible, sûr, bien évidemment. Oui. bien T'as sûr. raison, Karim. On a besoin de toi, Eric, encore. Merci. Merci d'avoir répondu présent. Merci en tout cas de votre franchise dans cette émission sans filtre, comme d'habitude. Vive l'arbitrage. Bonne semaine à tous et à très vite sur la Panousse Foot. Ciao. Et vive le foot. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Salut à tout le monde. Ciao.